justement, on n'était pas encore sur Facebook, hein, Jean-Étienne. Bon, maintenant, on l'est. Maintenant, on l'est. On a eu un petit peu de retard. Bon, voilà, c'est fait. On est en direct sur Facebook. Et c'est le magazine de nouvelles. On est le vendredi 4 mai 2018. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan local? On va vous parler du Fonds 1804, son gala. Et imaginez qui est le président d'honneur de ce gala. C'est le ministre québécois de l'Éducation lui-même, M. Proulx. On va vous parler de ça avec Édouard Stacot. On va parler du Fonds 1804 aussi, de ce gala qui a lieu dans un mois exactement. On vous parlera également sur le plan local, Jean-Étienne, de Pasteur Caillot, qui a lancé une idée. C'est quoi ça? L'idée, c'est une synergie qu'il faut mettre ensemble dans l'idée de mettre comme j'ai dit, une synergie, mettre ensemble toutes les valeurs économiques et sociales de la communauté. Politique aussi, j'imagine? C'est pas clair, mais c'est pas dit comme tel. Dans l'idée vraiment de protéger les valeurs, les acquis, les droits de la communauté. Il va apporter... La communauté haïtienne? Oui, la communauté haïtienne et la communauté noire en général, selon son argumentaire. Oui. Ah, ok, bon, voilà. Donc, il aura apporté des précisions sur l'objectif de tout ça, pourquoi mettre sur pied cette synergie. Vous aurez des détails au cours de cette édition, mesdames et messieurs, avec le pasteur Will Caillot. Voilà. Et puis, en Haïti, c'était vraiment la journée de la presse hier. On en a parlé beaucoup. On vous apporte de bonnes nouvelles ce matin. Hein. Quand il y a des bonnes, il faut les amener. Il faut les souligner. Ouais. C'était prévu qu'on allait revenir sur la journée internationale de la presse. Il y a pas mal d'activités qui ont été réalisées. Journée porte ouverte pour les 120 ans du Nouvelliste, le doyen de la presse. Et puis, il y a une superbe, bonne initiative prise par Clarence Renoir qui a enlevé son chapeau politique cette fois, qui a mis son chapeau de journaliste pour honorer des femmes, trois générations différentes. Des femmes qui ont laissé le métier, des femmes qui ont fait carrière, qui ont plus de 20 ans dans le métier et des jeunes aussi qui sont là. Imaginez, la ministre à la condition féminine était avec Liliane Pierre-Paul. Enfin, c'est une ministre de PHTK et on connaît les points de vue de Liliane par rapport à PHTK, par rapport à Martelly et tout particulièrement, ça. Oui. On va écouter l'ambiance qu'il y avait entre Liliane et la ministre PHTK de la condition féminine. Et on parlera également d'interpellation. Le bureau de la Chambre des députés est divisé. Ouais. Si le président de la Chambre veut quand même envoyer la lettre d'interpellation au Premier ministre, eh bien, le premier secrétaire dit qu'il y a des problèmes de procédure, des vices de procédure dans la démarche de cette quinzaine de députés. Et finalement, on parlera de quoi encore en Haïti? C'est l'interpellation globalement qui va boucler notre tour d'information en Haïti. Mesdames et messieurs, restez avec nous, on revient tout de suite après. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Voilà le développement de ce magazine, nos nouvelles pour ce vendredi 4 mai sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM et en direct également sur Facebook. Et nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 pour vos commentaires. Et nous serons en différé également sur YouTube tout de suite après cette émission. Alors, on vous parlait de Fonds 1804. C'est quoi au juste le Fonds 1804? 1804, ça vous dit quoi? L'indépendance d'Haïti, ça veut dire qu'on est capable de nous prendre en main. De se battre. Oui, tout.
Tout ça. 1804 veut dire tout ça. Alors, le fonds 1804, c'est un fonds pour la persévérance scolaire de la communauté noire en général, notamment haïtienne, mais de la communauté noire en général. Alors, ce fonds qui existe, c'est un groupe d'Haïtiens qui avait parti ça avec à leur tête Édouard Stacot, qui est haïtien aussi, et qui, depuis 5-6 ans, accorde des bourses liées à la persévérance scolaire des jeunes. Et au départ, c'était quoi? Une centaine ou un peu plus d'une centaine de bourses. Là, aujourd'hui, on est rendu à 700 minimum de bourses que le Fonds 1804 accorde à des jeunes pour leur persévérance scolaire, justement. Et cette année, lors de leur gala qui a lieu dans un mois, eh bien, ils ont fait une grosse prise. C'est le ministre québécois de l'Éducation, M. Proulx, qui a accepté d'être le président d'honneur de ce gala. Écoutons Édouard Stacot, justement. Ben, écoutez, pour nous, c'était important, comme à chaque année, d'avoir une présidence d'honneur qui soit représentative, significative pour les jeunes et pour toute la communauté. Et dans le cadre du 5e anniversaire, on trouvait que c'était pertinent, après 5 ans, d'inviter le ministre de l'Éducation à être le président d'honneur. Et il a accepté. Il a accepté avec contentement. Je pense que c'est pour le ministre de l'Éducation, dont la mission, c'est de voir la réussite du plus grand nombre, mais d'aller participer à un événement où on valorise la persévérance scolaire. C'est sûrement un événement naturel pour un ministre de l'Éducation. On l'a bien compris, c'est valoriser la persévérance. Ouais. Je pense que c'est une initiative intéressante. Oui, absolument. Mais le gala, ça va se passer comment? Comment on s'organise pour ça, en fait? Ce qu'a dit Édouard Stacot, le gala, c'est pas, il faut pas voir ça comme un spectacle, comme un show. C'est vraiment un moment où on doit se retrouver ensemble, un moment de réflexion en plus en faveur de la persévérance scolaire. Comme je vous avais dit, aujourd'hui, ils sont passés d'une centaine de bourses à plus de 700 bourses à des jeunes méritants, effectivement, en réalité, pour leur persévérance scolaire. Et j'ai posé la question à M. Stacot, à savoir, est-ce que pour le ministre de l'Éducation nationale, Sébastien Proulx, d'accepter d'être le président d'honneur de ce gala, est-ce que c'est de reconnaître ou c'est une implication beaucoup plus poussée du gouvernement sur le plan politique par rapport à la persévérance scolaire? Écoutons sa réponse. Mais je pense que tous les gouvernements au Québec savent qu'il faut que l'éducation soit une priorité. Vous avez vu la publication des dernières statistiques de l'Institut de la statistique du Québec qui parle d'un enjeu de la persévérance scolaire. Et puis, pas avant qu'on ait pu s'assurer que le plus grand nombre réussisse, je pense que c'est un message important. Et je pense que au-delà du ministre, au-delà des gouvernements, mais je pense que nous, de la communauté, et c'est peut-être un des plus grands succès du Fonds 1804, c'est de voir qu'aujourd'hui, dans la communauté, l'enjeu de la persévérance scolaire, de la réussite de nos jeunes, c'est un enjeu qui dépasse l'école. Parce que l'école, la famille, les parents ont leur rôle à jouer, mais je crois que la communauté peut amener une contribution pour mettre en application ce fameux proverbe africain qui dit « ça prend tout un village pour éduquer un jeune ». Et je crois que ce village-là n'est pas juste le village avec le gouvernement, l'école et la famille, mais la communauté a son rôle à jouer. Et pour nous, le Fonds 1804, c'est exactement un véhicule permettant à tout ce bon monde-là de se retrouver une fois par année pour dire tous ensemble à nos jeunes, peu importe vos difficultés, l'essentiel c'est de persévérer parce que la persévérance est à la base de l'excellence et de la réussite. L'essentiel, c'est de persévérer. Voilà. Eh bien, à bientôt, Édouard Stacot, pour une entrevue sur un autre aspect. J'espère que vous allez pouvoir couvrir l'événement le 3 juin. Ça se passe en après-midi. Puis, ça va nous faire plaisir que vous puissiez ramener des moments de ce gala
à vos auditeurs et on les invite pour ceux qui veulent participer. On laisse toujours quelques billets pour la communauté. Si les gens qui veulent participer peuvent aller sur notre page Facebook et aller sur Eventbrite, 1804.eventbrite.ca et les gens peuvent participer et voir le gala. Comme je vous dis, le gala, ce n'est pas un spectacle. C'est un moment de valorisation des jeunes, de la participation parentale, des donateurs de toute la communauté. Mais on aime ça que des gens qui n'ont pas été donateurs soient présents pour donner ce gros une grosse bouffée d'énergie à nos jeunes qui vont entamer la fin de l'année et réussir leur année scolaire. Voilà. Et Edouard Stacco, on a fait le tour de ça. C'est vraiment une très belle initiative. Ouais. Et puis bon, qui commence à porter beaucoup de fruits aujourd'hui. Et voilà, on parle d'une autre initiative, Debout pour la dignité. Oui. Et c'est quoi ça? En fait, c'est une initiative du pasteur Wilner Caillot, comme on l'avait dit tout à l'heure, le docteur Caillot, qui, selon lui, il n'y a pas d'autre moyen vraiment qu'on puisse mettre en valeur notre dignité que par l'organisation de nos forces, de nos possibilités, de nos moyens, de tout ce qu'on a comme valeur dans la communauté noire en général, pas seulement la communauté haïtienne, mais dans la communauté noire. Et pour lui, il va lancer officiellement ce mouvement prochainement, le mois prochain. Et il pense que définitivement, il faut que toutes les forces vives de cette communauté puissent se mettre ensemble pour amener la communauté vers l'avant. Donc, on va l'écouter sur l'organisation même de cette structure. J'aimerais bien comprendre. Dans nos différentes communautés, nous aimons manifester, nous aimons nous plaindre, nous aimons décrier les faiblesses, nous faisons beaucoup de discours, etc. Tout cela est bien. Mais j'estime que c'est insuffisant si on veut faire avancer une communauté. Donc, il faut avant tout s'organiser en mobilisant nos gens, en mettant à profit nos forces de façon structurée et efficace pour pouvoir s'attaquer avec courage aux dossiers et enjeux importants pour nous. Alors, c'est pour cela que j'estime que cela commence par un premier pas, c'est-à-dire prendre le temps de s'asseoir, de concerter sur les meilleures stratégies et d'agir de façon disciplinée et diligente. Et pour moi, c'est à cette seule condition que la force du nombre va nous servir. C'est pour cela que j'ai créé ce slogan qui dit « La force est dans le nombre, quand le nombre sait s'organiser ». Il lance même son slogan déjà. Et là, je lui ai posé la question, pourquoi c'est important de compter sur le nombre ? C'est quoi l'argumentaire autour de tout ça? Voilà ce qu'il a répondu. Selon l'OCDE, nous avons un des plus hauts taux de scolarisation, c'est-à-dire les immigrants, les minorités visibles. Il est sidérant de voir que le taux de chômage est 2 fois plus élevé chez nous. Cela n'a pas changé pour les enfants des minorités visibles nés au Québec. It doesn't make sense. Comment expliquer que l'homme noir qui vit à Montréal-Nord, il se fait 6 à 7 fois plus interpellé par la police que le jeune homme blanc, alors que le taux de criminalité est similaire chez les deux. Là où nous ne devrions pas être, c'est là où nous nous retrouvons. Nous sommes plus nombreux dans les prisons et moins nombreux là où il y a les bons postes. Nous achetons nos viandes chez Azenza, nos meubles, ce sont les Italiens qui nous les donnent, les Libanais, nos cheveux chez les Chinois, Magnus Poirier nous enterre. Donc, ça veut dire de A à Z, nous consommons ailleurs. Et quand nos enfants ont besoin d'une place de stage, ce ne sont ni les Italiens, ni les Libanais, ni ces autres communautés qui vont leur ouvrir une porte premièrement. Donc, nous voyons que la synergie économique n'est pas au rendez-vous chez nous. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean Denis. Si la synergie économique n'est pas au rendez-vous chez nous, qu'est-ce qui se passe dans l'immigration? François, bonjour. Il est assez mordant, ce pasteur Caillot. Wow. Ok. François, tu l'as écouté? Oui, le pasteur Caillot, oui, je connais le slogan et puis le très bon slogan. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la situation et ce que les immigrants peuvent faire parce que il dit souvent que si les Haïtiens s'organisaient,
au moins on pouvait changer la destinée de 10 à 15 comtés à Montréal. Ça veut dire que si on s'organisait, on pouvait par exemple décider quel député on pouvait choisir au niveau provincial et au niveau libéral. En tout cas, François, c'est un travail colossal. Déjà, c'est le fait qu'on en parle à Intexto, c'est notre participation dans l'organisation, mais on verra ce que ça va donner pour le reste. Hein. Enfin, bref, qu'est-ce que tu... Je l'appuie fortement parce que c'est une très très bonne idée. Bon, voilà. Et qu'est-ce que tu as pour nous en matière d'immigration? Bon, alors, j'ai oublié de vous dire bonjour. Et puis, ah ben oui, ça se dit. Ça se dit, effectivement. C'est pas de ta faute. Hein. Ça se dit, ouais. Alors, déjà, oui. Alors, je commence avec deux ou trois nouvelles à partager avec nos auditeurs. Et d'abord, c'est le Canada et le Portugal qui ont signé une nouvelle entente sur la mobilité des jeunes. C'est le ministre de l'Immigration, M. Ahmed Hussein, et aussi Luis Carneiro, qui est secrétaire d'État aux communications portugaises à l'étranger. Et ils ont signé une entente bilatérale sur la mobilité des jeunes entre le Canada et le Portugal. Alors, cette entente existe déjà dans beaucoup de pays d'Europe, la France, en Italie, en Belgique, tout ça. C'est ce qu'on appelle, il y a souvent le programme PVT, programme vacances-travail. Les jeunes de 18 à 35 ans, ils peuvent venir au Canada. Pendant qu'ils sont visiteurs, ils peuvent travailler. Okay? Et après, ça, s'ils veulent rester, ils doivent avoir une offre d'emploi pour pouvoir trouver le permis de travail, le travail étranger, et puis après, ça fait la démarche permanente. C'est un programme qui se fait en Europe. Le seul pays, après les États-Unis, en Amérique, qui bénéficie de ce programme est le Chili. Le Chili n'a pas besoin de visa. Les ressortissants n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada. Alors, c'est le seul pays qui bénéficie de ça. Alors, cette initiative, c'est un moyen d'échange culturel, de réconciliation entre le Canada et les pays de l'Europe. Et puis, aujourd'hui, il y a presque 200 000 Canadiens, 200 000 jeunes qui ont déjà bénéficié de ce programme-là. Alors, ça, c'est ce qui est signé, par exemple, avec les gens qui sont jeunes. Okay? Très intéressant. Deuxième nouvelle, il y a un immigrant belge qui est installé au Nouveau-Brunswick, qui est venu au Canada parce qu'on lui a dit que le paradis se trouve au Canada. L'Eldorado a changé de camp. C'est plus les États-Unis. Oui. Non, c'est pas le fait qu'il est venu, là. Il est venu depuis 5 ans. Alors, maintenant, là, 5 ans après, il quitte le Nouveau-Brunswick parce qu'il dit que les gens sont des menteurs. Ah ouais? Ils ont été nous chercher en Belgique, c'est parce qu'il dit. Ils ont été nous chercher en Belgique, ils ont dit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vivre ici en français, tout ce qui est en français, etc. Et c'est à ce moment-là, quand il a constaté que c'est faux, partout où il passe, on lui demande de parler anglais. Alors, il dit qu'il est obligé d'avoir des petits jobs, ça va plus s'organiser. Il dit 5 ans, c'est avec les larmes aux yeux. Ah oui. Il a plié sa clique et sa claque et retourné en Belgique. Oui, il a plié le gars. Il dit le Canada, les recruteurs à l'étranger, les menteurs, il dit que c'est faux. Ouais. Mais François, mais c'est pas nouveau ça. Les Européens, les Français en particulier font ça beaucoup. Les Européens francophones, ils font ça beaucoup. En moyenne, ils restent 6 mois, 1 an là. Après, ils plient bagage, ils retournent chez eux. Mais les Haïtiens, il me semble que non. Une fois, j'ai assisté en Côte d'Ivoire à une rencontre de l'immigration du Québec qui était venu parler aux gens là-bas. Ah non, c'est le paradis. Ils présentent le Québec comme le paradis. Et souvent, les personnes qui cherchent aussi des solutions, et des fois ils viennent, c'est qu'on peut s'organiser. Alors, on n'est pas en train de dire que le Canada n'est pas bon à comparer. Non, pas du tout. Mais des fois, il faut que les recruteurs disent les vraies affaires. Les vraies affaires. Ouais. Et pour réussir, ça prend beaucoup, ça prend des mois d'acier. Ça veut dire que regardez comment nous, on travaille
pour essayer de réussir. Là, c'est pas facile, mais quand on dit à quelqu'un, oui, vous pouvez venir, puis c'est parce qu'il a dit là-dedans, c'est faux. Alors, le Belgique, il va arriver en Belgique, il sera sur toutes les télévisions, tous les toits, sur tous les médias, pour dire que le Canada est vraiment. Wow. Parce que, ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous, ça. Non, oui, c'est ça. Pas bon pour le Canada. Non. Pas bon pour le Canada. Bon. Dernière nouvelle, c'est que c'est la comité de l'immigration qui appelle et qui a lancé un message pour les gens à Toronto et à Vancouver, parce qu'il y a des arnaqueurs qui appellent les nouveaux arrivants, qui appellent les personnes demandeurs d'asile pour leur dire que oui, la commission qui vous dit aux gens qui font l'objet d'une enquête et qui doivent donner de l'argent. Ils ne veulent pas être... Sérieux? Ça aussi, c'est pas nouveau, hein? Ce message a été déjà lancé à Montréal, ok? Et parce que des gens qui se présentaient pour des employés de la CISR, qui est la gendarmerie royale. Alors imaginez, on appelle un nouvel arrivant, on appelle une personne qui vient d'arriver comme demandeur d'asile, on lui dit, je suis de la commission, si vous me donnez par exemple 10 000 $, 7 000 $, je ne sais pas combien il demande, on va vous déporter. Alors, cette escroquerie-là a fonctionné dans beaucoup de cas. Et la commission de l'immigration rappelle à tout le monde, et à ceux qui sont ici à Montréal, c'est un message qu'on donne à tout le monde. Personne à la CISR ne va vous appeler pour vous demander de l'argent. Personne à la police ne va vous appeler pour vous demander de l'argent. Personne à l'immigration ne va vous appeler pour vous demander de l'argent. Quand est-ce que la commission quand est-ce que la commission a fait savoir ça? Hier? Oui, et puis ça a été, comme j'ai été dit, depuis quelques mois. Si vous allez sur le site de l'immigration, le site de la CISR, vous allez voir ce message-là. Ça veut dire que ça fait longtemps que la CISR informe les gens. Alors, je disais, dès que quelqu'un vous appelle et vous demande de l'argent, composez le 911 et à ce moment-là, dites à la police, voici le message que vous venez de recevoir, parce que là, tout se met trop, il ne faut pas vraiment continuer à se comprendre dans des situations aussi difficiles et Déjà, ce sont des gens qui ont une certaine vulnérabilité déjà. Et qui sont dans une situation économique précaire, qui font des jobbing ici et là pour essayer de vivre et puis que des arnaqueurs. Pas vivre, c'est survivre. Oui, tout à fait. Ah non, ça c'est extrêmement méchant, ça. Bon. Oui, tout à fait. Merci pour ces informations, François. Et encore une fois, toujours très intéressant. On est vendredi. Je rappelle que vous dirigez la firme Vision Max Service, une firme spécialisée en matière d'immigration. Si vous avez des questions, appelez François. Vous pouvez voir les numéros de téléphone de François à l'écran, là, sur Facebook, hein, si vous avez besoin de François. C'est 438 876 9398. Voilà. OK. Bon week-end, François. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean Denis. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique à multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi
De nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. D'Haïti à Montréal, toutes les nouvelles des Haïtiens avec intexto.ca. Hier, c'était la journée internationale de la presse, mais c'est aussi la journée de la presse haïtienne aussi. Hein, et on a célébré ça en grande pompe, notamment avec le doyen de la presse, le Nouvelliste, qui a célébré ses 120 ans. C'était 1er mai 1898, donc il y avait 2 jours, toute la semaine on a célébré ça. Il y avait notamment 2 jours de portes ouvertes aux Nouvellistes, où les journalistes, les médias, partout en Haïti ont défilé, puis ont souhaité joyeux anniversaire à ce quotidien qui n'est plus un quotidien uniquement papier là comme c'était en 1898. C'est devenu Internet, c'est devenu c'est la convergence, hein, le Nouvelliste aujourd'hui. C'est devenu radio, télé, Internet, réseaux sociaux, mais le papier, le fameux papier demeure toujours à traverser les ans depuis 1898. Et là, il y a aussi Clarence Renoir, qui est un journaliste de renom, qui s'est converti en politique et qui a enlevé son chapeau politique hier pour reprendre son chapeau de journaliste en prenant une initiative d'honorer des femmes de 3 générations de journalistes, des femmes haïtiennes journalistes. Et ce que Clarence a fait, il a honoré... Il y a la participation de la ministre à la condition féminine aussi dans son projet qui l'accompagnait pour honorer les femmes. C'est Eunide Innocent, c'est ça, la ministre à la condition féminine. Et Clarence a honoré Marie-Luce Pierre, vous vous souvenez, hein, de La Voix de l'Amérique. Anne-Marie Issa, Anaïs Chavenet, Marie-Laurence Jocelyn Lassègue. Il y a la correspondante aussi de Vision 2000 qui travaille depuis 20 ans pour la radio dans le sud. Comment elle s'appelle? Son nom m'a échappé. OK. Bon, il y a Marie-Lucie Bonhomme. Il y a surtout Ketli Jean-Poix de Radio Métropole, plus de 40 ans qu'elle est journaliste à Radio Métropole. Clarence, d'ailleurs, a utilisé un terme pour elle, c'est le long fleuve tranquille. Je trouve que ça scie bien avec Ketli que je connais bien, avec laquelle j'ai travaillé aussi. D'ailleurs, j'ai un témoignage à faire à la fin de cette émission, en commentaire à propos de Ketli Jean-Poix. Bref, ce que Clarence a réalisé a un coup extrêmement bien, je trouve, dans la mesure où il a quand même amené la ministre à la condition féminine, Eunide Innocent, de PHTK, donc quelque part lié à Michel Martelly, et on connaît la guéguerre entre Liliane Pierre-Paul et Michel Martelly. Et Liliane a accueilli la ministre de la condition féminine avec Clarence, justement, qui était là pour honorer Liliane. Ils se sont rendus à Radio Quisqueya même, dans les studios de Radio Quisqueya, pendant l'édition de nouvelles de Liliane, pour l'honorer de ça. Écoutons l'échange qu'il y a eu entre Liliane et la ministre Eunide Innocent de PHTK. Oui, c'est ministre Eunide Innocent qui n'aime pas bien avec elle. Non, je connais jeudi à bien Liliane. Ma voix, c'était moi. Je dis, président Fijo, ben bah elle a tout. Mais pas qui t'a expliqué. Je connais, je dis, oh, parce que d'abord, moi, dans Nouvelle Histoire, je rencontré, je dis, mais n'a pas parlé de ça, parce que il est vraiment de. Pas contre personne. Mais moi, je contre tout le monde qui a mis la liberté publique en danger. Tout le monde qui pas défendre. C'est ça, je vais ministre.
Parce que m'estime en tant que ministre, condition avec droit femme, quel que l'en soit dans le gouvernement que vous faites partie, et moi des exemples sur le plan international. Par exemple, un ministre là, dans le gouvernement RDC, qui est une situation extrêmement difficile, c'est lui-même qui est responsable de droit monde avec liberté. Il prend position contre le gouvernement, non. Pour défendre la liberté. Je ne peux pas comprendre, parce que dans le droit, on a parlé au droit femme dans la donne. Absolument. Vous faites partie d'un gouvernement qui est associé à quelqu'un qui a violé le droit femme, publiquement. Nous ne pouvons pas pour faire ça, faire carnaval. Et puis, nous battre bravo président, madame, ni tout le ça. Non, ça ne va pas accepter. Bon, en fait, Liliane, il faut que moi dise que je ne dis pas, ministère conditions femmes avec droit femmes, a travaillé sur un protocole avec le ministère de la communication, pour freiner quelques bagailles, que ce soit dans le meringue, que ce soit dans tout ça qu'a dit, non, c'est pas dans le prochain carnaval là seulement quoi que avant longtemps ou après des sanctions qu'après prendre gain des bagages qu'a dit parce qu'en fait nous pensons que en fait c'est pas ministère conditions femmes seulement, OK, c'est on va dire rien ou condamner la gouvernement c'est très bien mais si poisson mes amis suivent en effet Liliane nous faire nous confiance très bientôt ou après des actions des bagailles que nous pourrons dire des actions qui pourront Je pense que c'est un moment fort de cette célébration. Ouais, de cette célébration. La nouvelle, c'est que vraiment, la ministre annonce qu'il y aura des sanctions contre les gens qui s'amusent à... Michel Martelly, Ranger Corps. Voilà. Est-ce que cette ministre a la condition féminine ou est-ce qu'elle a la mission, effectivement, du gouvernement en général de sanctionner Michel Martelly? On va voir ça. On va voir ça d'ici les prochains mois. En tout cas... On va voir. Mais c'est bon, on fera les commentaires à la fin. Oui, ça, on évite de mélanger un peu les c'est ça. efforts. Donc, ça a été une initiative de Clarence Conroy qui a réussi ce coup-là, imaginez. Extrêmement intéressant, je trouve. Et écoutons Clarence Conroy qui explique sa démarche. Je dis à bien plus. Et sans doute plus, ça nous a raconté la partie de monde, tant que Marie-Laurence Lassé qui vient après, tant que Anaïs Chavenet, Hélène, des mondes comme ça qui étaient vraiment bravé danger et qu'elle fait journalisme et alors que son métier de garçon que le est totalement par rapport à justement danger que le chariot et nous sélectionner 3 catégories de femmes qui dans la presse, travailleuses de presse, ils nous dit de va porter des plaques baillot pour féliciter ou pour travailler. Et ministre Innocent accepté et l'a dit pour qui ça pour le associer à bagaille ça. Effectivement, nous avons 3 catégories de monde. Des icônes de la presse que vous même mouillez. Et Marie-Luce Pierre, qu'on sans doute connaît, Marie-Luce Pierre qui est toujours là dans la Voix d'Amérique depuis plus de 30 ans, et etc. Marie-Laurent Jocelyn Lassègue, Anne-Marie Sa, au monde qui était engagé dans la question ça. Nous avons une deuxième catégorie de monde qui, c'est des mondes qui ont longue traversée quand même, qui ont réalisé dans la presse. Marie-Lucie Bonhomme, qui a plus de 25 ans à faire journalisme. Nancy Walk, Kate Jean-Paul dans Radio Métropole, qui a 40 ans dans le métier ça. Ah oui, Kate Radio Métropole existait, là. Donc, et puis, nous avons une troisième catégorie de jeunes talents, de jeunes talentueuses, nous apparaissent. Pour qui ça, en général? Non seulement pour talent, tout le monde sait que nous sommes parlé à là. Pour exemple, pour modèle qui ont inspiré à d'autres mondes qui viennent dans le métier, mais tout, parce que la plupart du temps, il n'y a pas jamais songé que mesdames, ça, toute catégorie, ça, c'est maman petite, yo marié, yo gen double triple responsabilité pendant que a fait journaliste dans la rue dans reportage, faire contre côté petit yo, faire faire ci, faire faire ça. Donc nous t'ai pensé que nous t'ai doué rendre hommage à eux-mêmes et nous. Voilà, Clarence Conroy qui expliquait le sens de sa démarche et un coup qu'il a assez bien réussi, merci. Et on doit vraiment féliciter Clarence pour cette initiative. Et bon, là, on va laisser ça. On se reverra dans les commentaires, dans la période de commentaires pour ça. Et parlons d'interpellation maintenant. Ça prend une autre tournure maintenant. Ouais, une espèce de polémique au niveau du bureau de la Chambre des députés. Il y a Garibodo. Donc, le bureau de la Chambre des députés ne s'entend pas sur la question de l'interpellation. Il y a d'une part le président de la Chambre, Garibodo, qui dit que oui, il va, après la conférence des présidents, interpeller le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et que la démarche
de cette quinzaine de députés est conforme. On va écouter d'abord Garibodo avant de passer au premier secrétaire de la Chambre qui s'oppose à cette idée-là. Oui, donc moi je pense qu'il faut que la presse là tout, il vienne au carrefour pour le consolider à qui ça, mais surtout évaluer tête li pour nous connaître aujourd'hui qui est-ce qui ont travaillé de la presse, qui est-ce qui est journaliste, qui est-ce qui pas journaliste. Donc pour que la presse soit capable de faire autocritique tête, pour capable de protéger jeunes journalistes parce que ou bien là depuis mon nan magnétophone nan men ni dit c'est journaliste, il pas travailler dans aucun média. Les oli freelance etc. Donc même gens et des psychologues, des avocats, des agronomes, métier journaliste là tout ça s'apprend. Donc moi je pense que la presse gagne pour l'évaluer tête li par rapport avec de meilleures conditions de travail tout qui pour gagner dans les médias. Même j'en ai demandé salaire minimum pour ouvrier dans factory pour moun dans compagnie sécurité tout. Je dis à faut patron média tout garder tête yo. Est-ce que gagne assurance pour journalistes? Est-ce que gagne des moun yo voyer aller étudier qui pour tourner ou bien est-ce que il y a des gens qui payent formation pour eux dans les universités haïtiennes. Donc je dis il faut que nous gardions tout aspect ça qui peut entrer dans le renforcement de la presse haïtienne. Et de l'autre côté tout, il faut nous garder tout la loi sous diffamation qui est dans le Parlement. Depuis quelques temps, moi-même sous présidence PAM, dans plusieurs conférences des présidents, députés, voulaient que et parce que commission qui gère culture et communication bon ça avec ensemble association la et presse ensemble et patron média ensemble travail la presse etc. faut mettre ensemble pour que nous fassions loi sous diffamation une loi tout qui pour réguler métier journaliste là tout. Voilà, c'est toujours Garibodo, le président de la Chambre des députés, mais on s'est trompé sur le sujet sur lequel il intervenait. Le sujet, c'était toujours la presse, comme on en parlait tantôt, et qui évoque, qui appelle justement les patrons des médias à faire un effort de ce côté-là, qui appelle justement à une légifération de ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup de diffamation en Haïti, et il n'y a pas de provision légale quand on diffame ici et là, à tort et à travers en Haïti. Il évoque une série de mesures que le pays, l'État haïtien, les patrons des médias, le secteur en tout cas, devraient prendre pour vraiment réguler le secteur de la presse et de la communication en Haïti. Je pense que c'est une série de très bonnes idées, mais Liliane, hier, qui s'exprimait sur la question, semble ne pas être trop d'accord avec ça. Liliane est plus une partisane de l'autorégulation. Bon. Sauf que le secteur ne se régule pas d'année en année. Voilà. Alors, on va maintenant en parler d'interpellation. On va écouter encore une fois Garibodo, mais sur la question de l'interpellation, il dit à la suite de la conférence des présidents, la semaine prochaine, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine sera interpellé. Demande, moi, il y en a même là, qui demande interpellation, c'est on demande qui respecte la Constitution, qui respecte le règlement intérieur. Donc ce sont les règlements intérieurs qui disent que vous supposez soumettre demande d'interpellation à la conférence des présidents qui va fixer son date. Donc de ce côté-là, nous respectons le règlement intérieur parce que nous avons une conférence des présidents et lundi, qui a bien plusieurs points là-dedans, mais a bien un point ça tout pour nous saisir l'Assemblée. Dès que vous demande d'interpellation qui fait, il n'est pas appartenu encore avec les gens qui fait. Maintenant, c'est une demande d'interpellation qui appartient à l'Assemblée. Non, recevable. Non, c'est pour recevable. Qui est recevable derrière, il respecte la loi. Donc c'est même genre les interpellation ministre de justice là. Et qui malheureusement mettait à pied dans le gouvernement, l'interpellation ministre de justice là, conférence des présidents, était fixée le 26, jeudi 26 avril, pour que séance interpellation ait été faite conformément à nos règlements intérieurs. Il va y avoir l'autre rencontre qui va le faire avec les 4 présidents de bloc ici à la Chambre des députés pour qu'ils soient capables de gouvernement temps pour le préparer. Donc une séance d'interpellation qui va avoir des accusations, qui va avoir des dossiers de gestion et des fonds de l'État. Donc, il faut que le gouvernement tout les prépare comme ça a fait dans tout pays, en bon citoyen. Donc, ici, nous là pour nous respecter les droits. Nous ne pas là pour nous lyncher personne. Donc, le gouvernement a préparé. Donc, après la conférence des présidents fixe son date, c'est à ce moment et que moi-même, je viens pour m'écrire au Premier ministre pour me dire, pour le descendre là avec le gouvernement, dans la date que la conférence des présidents va le fixer.
Il semblerait que c'est pas l'avis de Jean Wilner, Jean Numa. Non, oui, il est le premier secrétaire à la Chambre des députés, donc il fait partie du bureau. Le bureau, dans son entier, ne fait pas corps derrière cette démarche d'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Selon le député Jean Wilner Jean, qui siège au bureau, il y aurait des vices de procédure dans la démarche. Chaque député est responsable de actes que posé. Moi-même, comme toujours dit, je suis légaliste. Je pense que je suis esclave règlement intérieur Chambre des députés. Et règlement intérieur Chambre des députés est clair. Motion d'interpellation, ça se fait en séance plénière. Je pense que peut-être les députés soit convoqués pendant la convocation en pleine séance, ils étaient capables de transformer la convocation en interpellation. Deuxième aspect de la donne, c'est surtout en pleine séance, en séance plénière, les députés étaient capables de surtout faire des demandes d'interpellation. Et là, ça, bureau a encore spécialement président, chambre des députés, t'a dit qu'il prend acte de demande là. Nous avons pour nous discuter ça surtout en conférence des présidents et pour nous connaître jour ou encore l'heure et interpellation. Je pense peut-être qu'il y a des erreurs qui glissent quelque part, malgré moi-même, j'entendais dans la presse et j'entendais dans la bouche de quelques collègues, mais le bureau en soi et pour toucher de l'aide d'interpellation. Procédure parlementaire, je pense aujourd'hui, il faut au moins nous sommes esclaves. La loi, nous respecter les normes. Je dis qu'il faut que les choses faites dans l'ordre et dans la discipline. Je dis que le règlement intérieur chambre là, il dit mais comment nous capables de faire interpellation? Nous sommes capables de convoquer et en pleine convocation, en pleine séance, et nous capables de transformer. Et dans les cas où nous pas satisfaits de surtout travail gouvernement, là ça, nous capables de mettre nous ensemble, nous dit que nous transformer convocation en interpellation. Ou bien en pleine séance, quelle que soit la séance, même dit en pleine séance, nous avons un groupe de députés qui surtout fait des demandes d'interpellation et bureau spécialement président chambre des députés l'a dit prendre acte. Après ça, nous allons gagner pour nous chita dans la conférence des présidents, et conférence des présidents, c'est lui-même qui va le jour ou encore l'heure pour au moins nous faire interpeller. C'est la loi, c'est le règlement intérieur chambre qui dit que dans les cas où procédure n'a pas respecté, c'est le président, il n'a pas gagné pour le prendre acte de demande des collègues. Et moi, je dis que jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas recevoir lettre là, même dit que nous-mêmes, comme légalistes, et moi-même, comme PDL, je ne sais pas peut-être pour rester dans le bureau, m'a dit que demande là, est irrecevable. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Ou à le faire affaire qui une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche.
Il est 7h45, Jean-Étienne. On est vendredi 4 mai, Dieu merci. Non? Oui. OK. C'est la fin de semaine. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, et nous sommes également en direct sur Facebook. 438-395-1256 sur WhatsApp. Nous serons en différé et sur YouTube également. Donc, les commentaires. Madame Innocent. Hein? Elle est innocente ou quoi? Je me ferai un plaisir de t'entendre là-dessus d'abord. Alors, la grosse nouvelle, c'est que à travers la ministre à la condition féminine, Eunide Innocent, le gouvernement annonce que c'est fini cette question de dénigrement des femmes pendant les meringues. Mm-hmm. Et le champion de ça, c'est l'ancien président Michel Martelly de PHTK. Et le régime, c'est PHTK. Alors, Madame Innocent a précisé que on n'attendra pas jusqu'au prochain carnaval, pour voir les mesures, les sanctions disciplinaires tomber sur tous ceux, y compris Michel Martelly, j'imagine, parce qu'elle n'a pas fait exception, là. Mm-hmm. Sur tout le monde qui se proposerait de dénigrer des femmes, notamment, ou n'importe qui. Est-ce que vous croyez, vous, que Jovenel Moïse, à travers sa ministre, va faire ça? Bon, écoutez, la première chose, c'est que c'est pas clair qu'elle va, en tout cas, selon ma compréhension de sa déclaration, qu'elle va prendre des mesures de façon proactive. Ce qui a été fait, c'est fait. Maintenant, est-ce qu'il y aura d'autres gens qui vont venir dénigrer les gens, que ce soit dans les meringues, dans la publicité ou d'autres manières? Je te rappelle que la polémique entre Michel Martelly et Liliane n'est pas finie, là. C'est pas fini. Mais c'est ce que je te dis. Est-ce qu'on va prendre la décision sur tout ce qui a été fait dans le passé qui n'est pas correct? Non, c'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit. On est d'accord. Et là-dessus, il va falloir qu'on attende, et on n'espère pas que Michel Martelly puisse continuer à dénigrer Liliane ou d'autres gens. On n'espère pas. On n'espère pas. Tu crois qu'il va arrêter de faire ça? Écoute, on va voir. On va voir. Moi, je n'ai pas la capacité de prévoir l'avenir, mais il va falloir qu'on attende. On espère qu'il ne fasse plus ces genres de choses-là. Et là-dessus, il va falloir au moins attendre que Michel Martelly continue à faire ça pour juger est-ce que Madame Innocent, oui ou non, est en mesure de prendre des sanctions contre Michel Martelly. Mais en attendant, il n'y a pas d'autres injures ou dénigrements, et il faut attendre. D'ailleurs, ça fait un petit bout qu'il se fait un peu tranquille sur la place publique. Ça fait un petit bout que je ne le vois pas, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Il était assez présent il n'y a pas longtemps. Ouais. Depuis les événements à Radio Caraïbe où il se prenait la tête avec un journaliste. Depuis cet événement-là, j'ai comme l'impression qu'il s'est calmé un peu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ou si la presse de manière générale essaye de le sanctionner, mais Michel Martelly n'allait pas se laisser faire comme ça. Il allait utiliser les réseaux sociaux aussi, pour s'exprimer, il n'est pas du genre à se laisser dicter sa conduite déplacée sur la place publique. Non, il n'est pas du genre à faire ça. Tes observations là-dessus, c'est correct. Est-ce que c'est une stratégie? C'est quoi l'affaire? On ne sait pas. Il fait ses affaires. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Michel Martelly reste quelqu'un qui se voit toujours devant la scène. Il va falloir s'attendre à n'importe quel moment de la durée qu'on puisse le refaire surface. Mais vraiment, ce qu'il faut surveiller, c'est est-ce que le gouvernement de PHTK va sanctionner Michel Martelly? Et là, on a vraiment, il est trop tôt. Il est trop tôt, mais on est en droit de se poser la question déjà. Oui, c'est correct. Je suis d'accord, mais il va falloir il va falloir attendre que quelque chose se fasse des deux côtés, qu'il y ait des dénigrements ou des injures, et pour voir c'est quoi la mesure que le gouvernement va prendre. Mais mine de rien, c'était très bien cet échange entre Eunide Innocent
de PHTK et Liliane. Mais je pense que ça fait Clarence, tu vois, c'est quelqu'un très conciliant, qui cherche à résoudre un peu ça fait partie aussi de ses valeurs chrétiennes. Ça fait partie de ses valeurs, de sa vision, de son éducation. C'est quelqu'un qui est toujours de bon ton et de bon commerce avec tout le monde, peu importe, qui respecte ses adversaires et qui accepte la différence et qui est très déterminé aussi dans ce qu'il croit. Et ça a été une très belle initiative de Clarence. Et j'ai pas eu le temps de diffuser cet extrait. Il était passé à Radio Métropole aussi pour honorer justement Ketli Jean-Poix. Et le témoignage en 1 minute que je peux faire à propos de Ketli Jean-Poix, je me souviens quand je suis rentré à Radio Métropole en 99, j'arrive, je me faisais tout petit parce que j'écoutais moi depuis que j'étais petit là, Ketli Jean-Poix. Je me faisais tout petit dans mon coin, ma première journée, j'essaie de planifier mes affaires. Et Ketli est arrivé de la salle de mise en onde à la salle des nouvelles. Elle s'est dirigée vers moi, carrément, directement, comme si je ne la connaissais pas, comme si c'était pas quelqu'un de connu, de public. Et elle est arrivée vers moi, elle m'a dit « Est-ce que c'est toi, Jean Numa ?» Et j'ai dit « Oui ». Puis elle me dit « Je m'appelle Ketli Jean-Poix. Bienvenue à Radio Métropole. » Oui. Ketli s'est présenté à moi comme si je ne savais pas que c'était Ketli Jean-Poix, humblement. Et j'ai jamais oublié cet épisode-là, mon entrée à Radio Métropole, comment Ketli m'a accueilli. Et c'était la seule qui avait fait ça. Mes autres collègues étaient sympas aussi. C'était en majorité des gars et puis qui disaient « Ah, ok, qui n'ont pas pensé à venir me dire « Mon cher, bienvenue », des choses comme ça, ou à m'accueillir autrement. Ils m'ont accueilli comme des gars et puis ils n'ont pas pensé à me glisser un petit mot ou quoi que ce soit. Mais Ketli, dans sa manière, était venu humblement se présenter à moi comme si je ne la connaissais pas. J'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. Et encore une fois, félicitations à Ketli, félicitations à Clarence et à toute cette génération qui Et je pense que c'est des initiatives qui doivent continuer oui, absolument. À encourager un peu le travail des gens qui font qui travaillent positivement pour l'avancement de la communauté dans un sens ou dans un autre. Quand on sait que les conditions de travail des journalistes en Haïti, c'est pas toujours le président de la Chambre des députés a évoqué ça. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir réguler le secteur, que ce soit au niveau du salaire, au niveau des dérives qu'on observe en ce qui a trait à la diffamation ou n'importe quoi. On cite des noms n'importe quand on veut, à propos de n'importe quoi, sans preuve. Il n'y a pas de journalisme d'enquête véritablement en Haïti, là. D'abord, les gouvernements, il y a pas moyen d'accéder aux informations. Le gouvernement ne s'ouvre pas par rapport à ça. Il n'y a pas de loi sur l'accès à l'information. Les journalistes, quand ils veulent savoir quelque chose, ils doivent deviner ça. Et c'est pour ça qu'on a des dérives comme ça aussi, en termes de diffamation. Ils citent des noms quand ils veulent, comme ils veulent, sur tous les sujets possibles et imaginables, sans avoir vérifié ou quoi que ce soit. Non, on ne fait pas ça, mais il y a une responsabilité des journalistes, il y a une responsabilité du gouvernement aussi. Je fais confiance à tes expériences et ta façon de voir la pratique du journalisme en Haïti ou d'une façon générale, mais je ne dirais pas qu'il n'y a pas de journalistes d'enquête en Haïti. Effectivement, la réalité n'est pas la même par rapport à ici. Tu as bien parlé des contraintes au niveau de législative, etc. Ouais. Mais il y a quand même des efforts qui se font, tu comprends? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de journalistes. J'en ai jamais fait, moi, quand j'étais en Haïti. Oui, c'est peut-être... quand j'étais en Haïti, j'en avais pas fait. C'est l'occasion que tu n'as pas eu ou que je ne voulais pas, mais... Ouais. Mais non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de journalistes. Je voulais, j'aurais aimé. Mais c'était tellement dangereux de le faire. Ça, c'est un autre aspect. C'est pas parce que c'est dangereux, c'est difficile d'avoir accès à l'information. Il y a plusieurs raisons à ça. C'était dangereux. T'avais pas assez de temps pour le faire non plus. Les médias n'allaient pas te libérer pendant une semaine ou deux là ou un mois
pour aller mener une enquête. Je comprends tout ça, mais ce que je suis en train de t'expliquer, Jean-Humain, c'est que c'est pas parce que c'est difficile d'avoir accès à l'information qu'il n'existe aucun journaliste enquêteur en Haïti. Je ne pense pas. C'est difficile par rapport... C'est un ensemble de facteurs. C'est un ensemble de facteurs. Ça peut pas être tout simplement... À la fois les médias, la situation sécuritaire et la situation des médias, mais aussi il y a une responsabilité au niveau du gouvernement aussi qui n'encourage pas cette question-là. Moi, je suis d'accord, mais je vais répéter, je ne pense pas qu'il y a aucun journaliste enquêteur en Haïti. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Mais tu l'as dit. Non, j'ai dit que ça n'existe pas. Mais c'est quoi la différence entre... On ne fait pas d'enquête. Il y a juste récemment un journaliste du Nouvelliste qui avait mené une petite enquête autour de l'affaire Petro-Caribé, je crois. Et où je me souviens pas de quel sujet. Et de mémoire, c'est la première fois que moi, depuis que je fais ce métier-là en Haïti, et ici, depuis que j'ai quitté Haïti, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. Je pense que si d'une enquête journalistique qui a été menée sur un sujet d'intérêt public. À ta place, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de journalistes enquêteurs en Haïti. Il n'y en a pas beaucoup et les moyens sont difficiles, certes, mais il y en a. Ça, c'est un. La deuxième chose... Ils ont la capacité, certains ont la capacité de mener des enquêtes, oui. Mais il y a un ensemble de facteurs qui font que... Les facteurs, on est tous d'accord, mais arriver à dire qu'il n'y a pas de journalistes enquêteurs en Haïti, je pense que c'est pas correct. C'est mon point de vue. Et là-dessus, je t'encourage peut-être à te renseigner un petit peu plus. Peut-être tu verrais qu'il y aurait d'autres enquêtes qui ont été faites là-dessus. Évidemment, les conditions sont très complexes. Ok, tu m'amèneras à ça. Il est 7h57. L'État ne donne pas beaucoup de possibilités, mais il y a des gens quand même qui font des efforts pour aller chercher je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Et je viens de citer un journaliste du Nouvelliste, en fait. Il n'y en a pas que ça. Moi, c'est ce que j'ai entendu récemment. Ok. Si tu en connais toi, tu vas. Pourquoi tu ne le dis pas tout de suite alors? Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir. On va vous retrouver la semaine prochaine pour une autre édition. C'était à l'antenne Jean-Étienne Dorsin et Jean-Humain Koudou. Au revoir. Voilà.